Quelle est la place actuellement du scientifique congolais, du professeur congolais? Vous ne pouvez pas mettre Messi dans n'importe quelle équipe de football. Il n'aura pas le même résultat. Vous le mettez dans une équipe de quartier, vous mettez Lionel Messi. Et cette équipe-là ne sera pas forcément champion. C'est-à-dire il y a un contexte. Quelles sont les conditions qui l'entourent? Quels sont les éléments qui lui permettent de s'exprimer de façon à amener le meilleur de lui-même, connaître les résultats. Les enseignants sont ceux-là. Si ce n'est qu'il y a une petite chose de plus pour les enseignants, c'est eux qui forment. Il y a d'abord pour supprimer. Après, il y a les présidents, les médecins et les professeurs universitaires. Et après, c'est les policiers. Donc voilà la place qu'occupe le professeur universitaire à ce niveau-là. Mais quelle est la place qu'occupe ici? De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre nouveau programme. Vous nous suivez d'Idiofa, de Païkongila, vous nous suivez de Tchouma, vous nous suivez de Walungu à 45 km de Bukavu, vous nous suivez de Idjou, vous nous suivez au Kasaï, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez à l'Unikin. Vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous allons parler de la place de l'enseignement supérieur dans notre société. Est-ce que les scientifiques, les éminents professeurs peuvent amener, apporter leur contribution au bien-être de la société, et surtout quand on est en train de vivre la pandémie de la Covid-19. Sur mon plateau circonstanciel, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Dr Antoine Chimpi, qui est professeur à l'université de Kinshasa, médecin pratiquant, et il n'est pas seul sur notre plateau. Nous avons le recteur magnifique, professeur émérite Saman Orout, docteur en management. Ensemble, nous allons échanger avec nos invités. Nous commençons avec le docteur Antoine. Docteur, nous vous saluons. Bonjour, bienvenue. Merci. Professeur, nous vous saluons. Bienvenue, merci. Nous allons échanger avec vous. C'est un réel plaisir de vous avoir. Ça n'arrive pas tout le temps. Quelle est la place actuellement du scientifique congolais, du professeur congolais? Quelle est sa place actuellement, professeur Antoine Chimpi? Merci beaucoup de la question, mais le respect voulu que je laisse à prendre la parole. Mais simplement vous dire en prélude que les scientifiques, il a sa place sur le terrain comme tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans un nuage, qui doit vivre déconnecté de la réalité du quotidien de ses contemporains. Et au contraire, les scientifiques est là même pour montrer la direction, montrer, anticiper, voir ce qui peut aider à améliorer les conditions locales par la recherche, par tout ce qu'il peut faire comme étude, comme enquête, comme recherche, qui puisse contribuer à améliorer le quotidien. En cela, c'est quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Voilà. Mais professeur Saman Orout, vous avez plusieurs expériences, vous êtes professeur émérite, mais le professeur, lui, ne sert qu'à la recherche, à préparer des doctorants. Quelle est sa place dans la société? Alors à ce moment, il faut se référer à l'essence de ce concept de la professeure universitaire. Quand on dit professeur universitaire, c'est un universitaire à ne pas confondre avec un intellectuel. Un universitaire, c'est un intellectuel universitaire qui vit de son titre universitaire, qui éduque ses enfants de son titre universitaire, qui travaille pour le pays en tenant compte de son titre universitaire. Quand je dis titre ici, ça ne signifie pas le diplôme, mais ça signifie le contenu scientifique qu'il a dans son ménage pour pouvoir réaliser 3 opérations.
La première, un scientifique, c'est celui qui innove, innover, c'est-à-dire partir de ce qui existe, il ajoute en plus. Un scientifique, troisième degré peut-être, c'est le troisième cycle, c'est celui qui crée, celui qui en fait développe une théorie inédite, celui qui fait une sorte de découverte et ce qu'on appelle des œuvres d'esprit. Et puis troisièmement, un scientifique, c'est celui qui améliore, c'est-à-dire qui refuse ce qu'on appelle l'état de festivités. Il dit, quand il n'y a pas de peinture, la maison se dégrade, il faut ajouter. Si je parlerais en termes médicaux, mieux vaut plutôt prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre que ça puisse être à la dernière seconde que vous puissiez dire, ah, mon médecin a dit qu'il faut aller le plus tôt possible. Je peux m'arrêter à ce niveau-là, mais j'ajoute que la mission d'un professeur universitaire est triple. Bon, l'enseignement, il apprend à transmettre la matière. Deux, la recherche. On croit que l'enseignement qu'on transmet valablement, c'est les résultats ou résultantes d'une recherche et ce qu'on a trouvé contextuellement quelque chose. Et troisième mission, c'est le service à la communauté. Tu es un professeur, très bien. Tu donnes cours, très bien. Mais comment tu appliques tes théories pour l'intérêt de la communauté, pour pouvoir répondre à l'équation qui parle de l'adéquation entre la formation et l'environnement. Alors, je crois que si quelqu'un peut maintenant répondre à ces conditionnalités, nous disons, c'est un scientifique, il faut s'incliner. Vous nous suivez sur Canal+, vous êtes en France, vous êtes partout au Canada même, vous nous suivez aussi par rapport à nos applications de diffusion de nos programmes. Nous sommes ici avec deux éminents scientifiques, le professeur Dr Antoine Chimpi, ainsi que le recteur magnifique et professeur émérite de l'Université du Seine-Comade et de l'UNIKIN aussi, le docteur professeur Saman Oluti. Apporter des solutions à la communauté, nous sommes en pleine troisième vague de la Covid-19. L'Université de Kinshasa, le Vanium, en 1954, si je ne m'abuse, 54 est lancé. Et après plus de 60 ans d'indépendance de la RDC, s'il faut se faire soigner, on préfère aller en Inde. Professeur Antoine, on va en Inde. Mais nos médecins étaient les plus prisés en Afrique du Sud. Si on veut construire, on fait appel aux Chinois. Si on veut apprendre le management, on va avoir des bourses pour des campus universitaires au Maroc, en Égypte. Mais qu'en est-il aujourd'hui de cette approche? Est-ce que l'enseignement donné par le professeur congolais, l'enseignant congolais, est-elle adapté aux besoins de notre société sur le plan de la médecine, sur le plan du droit, sur le plan de l'économie, sur le plan du management? Professeur, vous avez posé une question pertinente et qui ramène le scientifique à son niveau personnel, et puis finalement qui va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez dit là, c'est peut-être un hasard. J'ai échangé ça ce matin avec les étudiants à qui je donnais cours ce matin, et il se trouve que dans beaucoup de domaines, vous avez, je vais aller plus loin dans votre question, le même maître, les mêmes professeurs qui donnaient cours il y a 30 ans, 20 ans, et qui sont là. Est-ce qu'on pense que ces professeurs ont perdu de la qualité? Sont-ils devenus brusquement mauvais? Ces enseignants qui ont formé des générations qui ont fait peur ailleurs?
est-ce qu'il n'y a pas un élément, peut-être des systèmes, peut-être pas l'élément humain, mais des éléments d'accompagnement, de moyens pour entretenir la recherche, entretenir la forme, parce que dans la recherche, on ne peut pas dormir sur ce moyen. On doit être en permanente amélioration, suivre ce qui se passe ailleurs, s'adapter régulièrement. Et justement à ces étudiants, ce matin, je leur disais, ils commencent même à nous manquer quelque chose, c'est que nous commençons même à nous croire à nous. Et je leur donnais un exemple simple. Il dit, allez dans une clinique, alors ça n'a rien de péjoratif contre tel ou tel, ce n'est pas du tout du racisme, je suis contre cela. Imaginez un patient qui vient, un patient indien qui arrive, qui trouve deux médecins. C'est ce que je leur ai dit ce matin. Un médecin indien, un médecin congolais. Je leur ai demandé que fera les patients indiens. Qui verra-t-il? Ils ont répondu en cœur, il verra le médecin indien. Alors je leur ai dit, j'ai dit, imaginons maintenant un compatriote, un Congolais, qui se retrouve devant les deux mêmes médecins. Un médecin indien et un médecin congolais. Le compatriote ira voir qui? Je vous jure que la réponse en cœur était le médecin indien. Vous voyez déjà qu'il y a un problème à notre niveau personnel. C'est-à-dire nous en sommes arrivés à un niveau où nous ne croyons même plus en nous-mêmes. Mais franchement, moi je suis dans une philosophie positive. Je me dis, mais vous n'allez quand même pas me dire que tous les Congolais étaient devenus mauvais. Vous n'allez quand même pas me dire que tous les enseignants congolais étaient brusquement devenus mauvais. On ne va pas me dire, je suis désolé, vous voyez dans la salle dans laquelle on est, mais vous pouvez vous transporter dans une salle de cours en Europe qui est exactement similaire. Quand est-ce que nous allons arrêter de continuer à voir le petit bouton sur notre visage? Quand est-ce que nous commencerons à voir le reste de notre visage? C'est-à-dire quand est-ce que nous commencerons à regarder ce que nous sommes capables de faire et donc de cela améliorer cela? Il me semble que même psychologiquement nous devons inverser les choses. Moi, mon aîné qui a côté de moi, avec qui énormément longtemps à l'étranger, c'est tout que moi j'ai travaillé, j'ai eu 30 ans de carrière et j'ai passé 25 ans à travailler en Europe. Au bout de 25 ans, on revient au pays. On est surpris de cette façon de voir les choses. Alors que nous, en revenant, finalement, on a un œil différent. On se dit qu'il y a nos compatriotes qui sont restés. Ils ont déjà une force, ils ont la qualité d'être restés, d'avoir entretenu les idées. Il faut les féliciter. Il y a peut-être des choses qui sont détruites, et il y en a beaucoup, mais il y a des choses qui marchent. Pourquoi ne nous appuyons pas sur ce qui marche? Et donc commencer à le faire, comme vous avez posé la question, plutôt que de dire il faut aller en Inde, aller dans tel pays, sans qu'on ait quelque chose contre ces pays-là, c'est des phénomènes de monde. Vous savez que ça commence à se calmer. Est-ce que vous savez qu'il y a une trentaine d'années, le système médical indien était comme notre système médical aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que là-bas ça a changé au bout d'une trentaine d'années? Ils se sont dit, il y a un problème. Ils ont été contactés voir tous les enfants indiens qui étaient dans des pays forts, qui étaient installés. Ils leur ont proposé un projet en disant, voilà ce que vous pouvez faire avec vos compatriotes qui sont restés. Mais on vous donne un objectif, dans X temps, vous, dans votre domaine, voilà ce qu'on aimerait qu'il y ait dans le pays. Je sais très bien que mon aîné est dans cet état d'esprit. Un mélange des enfants du pays qui ont un même objectif, de continuer la promotion et le développement du pays, qui n'avance pas, recule, disait quelqu'un là, je ne vais pas citer son nom. Si vous restez sur place, vous reculez. Donc nous devons être en perpétuelle amélioration, connaître nos limites et nous mettre ensemble. Il me semble que notre pays a beaucoup de force. Voilà. Plutôt que de dire, oui, la Covid-19 et tout ça, je vais répondre précisément à cette question. Voyons ce que nous pouvons faire. Vous savez, pour la Covid-19, parce que votre question commençait par ça. Vous savez que le Congo, la RDC, est un des pays à mettre en place ce qu'on appelait la task force. Nous avons ici des monuments. Les professeurs, oui, mais vous savez, nul ne pourrait être chez soi, on dit. On a du mal à apprécier nos valeurs chez nous. C'est un monument, ces messieurs. Quand on parle de ces scientifiques à l'extérieur, les gens reconnaissent leur valeur. Ils ont mis en place des protocoles. Vous savez que notre pays avait mis un protocole anti-Covid.
qui était un peu proche du protocole de procès Raoult à Marseille, qui a été quelque peu décrit. Il n'en reste pas moins, ça a été appliqué. Et on connaît les résultats, ça a été publié. Donc, le pays sait s'assumer quand il y a besoin de s'assumer. On n'en parle pas beaucoup. On aime le buzz. Il semble que nous-mêmes, les Congolais, on veut ce qui est un peu à droite. Alors moi, j'ai changé de philosophie. Il y a 5 sur 20 qui arrivent, ou 5 sur 100 qui marchent bien. Mais j'ai dit à mes enfants, ne vous occupez pas des 95 qui restent. Occupez-vous de 5. Il y a un examen, il y a 2000 candidats, il y a combien de places? 100 places. Il y en a un qui va dire, oh, il n'y a que 100 places. Si vous commencez comme ça, vous êtes déjà bien. Si vous dites qu'il y a 100 places, je dois faire en sorte que je sois parmi les 100. C'est un autre état d'esprit. Vous me montez sur un terrain de football, il y a 11 joueurs par équipe. Si vous commencez par dire, qu'est-ce qu'ils sont musclés, vous avez déjà perdu. Et donc, il faut qu'on ait cette, vous savez, cette considération positive de nos pays. Nous avons des limites. Et donc, l'enseignement doit s'arrêter, se regarder en face. Qu'est-ce qui manque? C'est ça qui va être débattu lors des états généraux qui sont annoncés. Qu'est-ce que nous faisons de bien? Mais qu'est-ce que nous faisons de mal? Parce que nous ne sommes pas si parfaits que ça. Eh bien, ce que nous faisons de mal, comment nous pouvons l'améliorer? Mais ne pas penser que nous n'avons rien. Nous avons des atouts qui ont fait que nos aînés ont fait ce qu'ils pouvaient. Et aux générations qui viennent de prendre. Toujours dans la même lancée avec le professeur Saman Olout Oscar, le professeur d'université est conseiller dans les cabinets du ministre, il est conseiller dans les cabinets du président de la République. Depuis des années, le maréchal Mobutu étant entouré des éminents scientifiques. Je ne voudrais pas le citer, nous avons eu le professeur Nabil Moumba et tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons aussi le professeur Saman avec ses données, ses apports dans la science, le management, le samanisme, toutes ces approches. Mais on ne sent pas le scientifique congolais décoller. Quelque part, on est en train de chercher son apport dans la société. Professeur Saman, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je peux vous dire, je vais petite anecdote. De 11 savants, éminents soient-ils, si se trouve dans une cave, il ne sera jamais connu. Il faut nécessairement un élément marketing et de leadership qui va les faire sortir de la cave. Ça signifie quoi? Quand on a parlé de Jérôme, qui connaissait Jérôme Niang. Mais il a fallu que le président de la République dise qui est un Congolais quelque part. Les autres ont sursauté. Mais pourquoi il ne vient pas? Et ainsi de suite. Et voilà, il est. Deuxième année. On dit en management que les savants se fatiguent par les jambes et non par la tête. Même s'il ne sait pas se déplacer, mais il sait au moins résoudre et mettre. Mais ce qu'on prépare, ces savants, on leur donne l'opportunité. Deux choses. De un, l'information que nous donnons nous-mêmes à nos étudiants. Nous n'avons pas le courage que nous voulons un déviationnisme scientifique. Mais nous voulons plutôt leur enseigner le copier-coller. C'est que moi j'ai appris à la Sorbonne. À Louvain, on m'a dit ça, 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 ça. Mais nous n'arrivons pas à contextualiser cela suffisamment, je vais dire. Mais des brillants savants, il y en a. Maintenant, il y a le problème de savoir transmettre et capitaliser ce qu'il faut. Ça pour dire quoi en fait?
troisième anecdote, moi-même, dans un auditoire de plus de 500 étudiants, en première licence chez nous, j'ai dit exercice 1, 2, 3, prenez votre bic, citez les noms des 10 savants que vous connaissez en sciences politiques et les sciences politiques. Allons-y. Non, ici. Ça y est, ramassez les papiers. On compte sur 500 étudiants. Il y a 2 qui ont pu citer des Africains et personne n'a cité un seul professeur de sa faculté. Je rejoins un peu le compteur de ce qu'il a dit. C'est qu'il y a un problème de communication, de manque de management, de manque de proactivité pour dire je m'assure. C'est pourquoi, à moi personnellement, ça m'engage. Je fais un distinguo entre ce qu'on appelle les sciences du passé et les sciences prospectives. C'est-à-dire maintenant, nous n'avons pas besoin d'un diplôme compréhensible, mais nous avons besoin des personnes qui sont capables de défendre leur diplôme. Alors c'est pourquoi je dirais, il y a des professeurs qui sont dans les cabinets ministériels, il y a des professeurs qui sont là, ainsi de suite, très bien. Pourquoi est-ce que les professeurs préfèrent d'ailleurs aller dans ces cabinets ministériels? C'est parce qu'un Malou, quand il se trouve au commissariat général, Commission nationale de l'énergie. Eh bien, personne ne le connaît. Vous savez, même il y a des gens qui ne savent pas que nous avons ce commissariat ici. Le Crédita. Ils ne savent pas. Manque d'information. Et ce professeur-là, d'abord, il est à pied. Ce professeur-là, c'était un Paulien. On dit quand il y a un danseur qui meurt, c'est tout le monde qui est en émotion. Quand il y a un joueur qui ramène un ballon d'or, voilà, fantastique, tout le monde crie. Mais quand un Louruma meurt, on n'en parle pas. Quand on dit un Mouyembe, on en parle. Moi-même, quand on dit professeur Saman accepté dans l'académie de l'université d'Oxford, bien sûr, heureusement pour moi, le Premier ministre a pu quand même recevoir l'International Socrate Award que j'ai reçu. Et le président de la République a demandé que la chancellerie puisse au moins me décorer des médailles d'or. Là, c'est parce que vous avez fait la démarche personnelle. Non, en tout cas, je suis allé présenter. Voilà. Dès que j'ai reçu ces médailles-là de Londres, je suis revenu, je suis allé présenter. On a vu la télévision. Mais alors, vous voyez, je viens de découvrir le professeur. Mais le jour que je l'ai vu, pour la première fois, après avoir attendu pendant des heures, quand il a soigné, c'est pas moi qui soignais, j'ai soigné mon épouse. Quand il a terminé, j'ai eu le courage de lui dire, je ne savais pas qu'il y avait des Congolais comme ça. Et pourquoi doit-on envoyer nos analyses en Belgique? C'est dire que nous devons révaloriser le professeur. Qu'est-ce qui manque? C'est le marketing. Ces pays sont devenus grands non par ce qu'ils contiennent comme cuivre et tout ça, mais par le marketing. Marketing, c'est-à-dire, c'est le management, essayer d'éveiller l'attention des gens. Vendre. Lui, on doit le vendre. Ainsi de suite. Donc, partant de là, je crois, nous devons, évidemment avec votre appui, être capables de présenter nos savoirs, de
de les exposer, de les vendre. Quand il y a conférence internationale, l'argent sort vite du budget pour y aller. Quand il y a tel article à publier, on a la facilité et on en parle. Alors je crois, au moment où nous allons commencer à en parler, insister. Mouyembe, qu'on regarde comme un vulgaire gars, quand on dit qu'il est invité au Japon pour émettre quelque chose, les gens commencent à dire la même chose. Et moi, ça m'a. Pour résoudre ces problèmes, les chercheurs, le professeur d'université doit autosuffire, c'est-à-dire être capable de se nourrir de son savoir. Ainsi, quand il est indépendant, qui viendra le corrompre? Quelle est la fille qui viendra? Quel est le garçon qui ira acheter les syllabus quand il sait qu'il est à l'aise? Et il faudra changer la philosophie. La philosophie, c'est quoi? L'université est trop bureaucratisée. Pourtant, une université aux États-Unis, Harvard, tout ça, c'est une grosse entreprise, une grosse machine qui produit les poids des œuvres d'esprit qu'ils vendent. Par exemple, les vaccins ici. Qui a inventé ça? Et qu'est-ce qu'on a fait? Mais chez nous, quand une femme a inventé le robot ici, là, au lieu que l'État puisse s'accaparer de ça et le gouvernement fait le marketing, elle est abandonnée à elle-même. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? C'est pourquoi nous dirons, nous devons débattre de ces problèmes-là. En tout cas, moi, je continuerai à crier pour dire les systèmes actuels de formation donnés par nos établissements. Non, nos établissements sont des industries de fabrication de chômeurs. 1000 qui terminent en droit, 3 semaines après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y en a qui se lancent, ils deviennent avocats. Très bien. Déjà pour être accepté dans l'ordre de la maternité, c'est tout un problème. Et en plus, même si on veut, vous verrez qu'il y en a qui sont en train d'user ces souliers parce que ceux qui devaient être clients n'ont pas les moyens de pouvoir payer ce qui est. Et alors ça devient très dangereux parce que l'avocat, je ne suis pas contre les avocats, mais j'ai dit quelque chose. Au lieu de pouvoir défendre, il se constitue en un intermédiaire entre le juge et vous. Il vous ramène qu'il faut donner au juge autant pour qu'on puisse terminer. Le juge, quand il reçoit, je ne dis pas tous les juges, quand il reçoit, vous avez gagné, la question est de savoir, est-ce que vous avez gagné parce que votre avocat vous a défendu ou bien parce que vous avez donné les moyens pour que l'autre puisse vous libérer? Alors où se trouve l'indépendance de ça et l'intelligence? C'est pourquoi moi je dirais, une fois de plus pour terminer, que nous devons d'abord nous assumer, nous, chercheurs, professeurs. On doit dire, je refuse de dépendre d'un salaire. Un professeur doit refuser de dépendre d'un salaire. Pourquoi? Parce que j'ai découvert d'abord une définition contraire ou qui ne cadre pas avec le petit Robert. Pour moi, un salaire n'est rien d'autre qu'un stage professionnel pour pérenniser la pauvreté. Alors, si vous attendez votre salaire, vous allez vous appauvrir chaque jour et chaque fin du mois, tu verras, c'est dur. Après tout, l'âge va vous emporter et vous allez vous retrouver pauvre comme une soude. Or, on dit, il n'y a pas honte à être pauvre, mais
pays a honte à mourir pauvre. Alors, donnons-nous l'opportunité de devoir utiliser nos connaissances d'intelligence artificielle pour pouvoir nous stabiliser d'abord et stabiliser par ricochet notre environnement. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Oui, il y a la question acquisition des compétences, la formation, le professeur qui enseigne ses étudiants. Je vais prendre un cas pratique. En République démocratique du Congo, parce que nous sommes spécialisés dans le domaine aussi de la santé, la problématique du diagnostic. Vous êtes médecin, l'imagerie médicale. Si nous devons compter en République démocratique du Congo le nombre de centres hospitaliers qui disposent d'imagerie médicale, vous allez voir un motard, un automobiliste qui connaît un accident de circulation, mais il y a un problème. Au lieu qu'on puisse aller voir la fracture, lui on nous prend le sang. On ne sait pas ce qu'on va rechercher dans le sang. Est-ce que les politiques, les décideurs trouvent que le scientifique congolais n'apporte pas des solutions aux besoins de la société? Par exemple, nous prenons un cas pratique. Ceux qui sont formés dans nos universités, dans la faculté de médecine, est-ce qu'avec le besoin, par exemple, de diagnostic en imagerie médicale, quand il termine, il sait qu'il ne va pas trouver des instruments capables, parce que si on doit citer les universités ou bien les hôpitaux où il y a l'imagerie médicale, c'est plus les hôpitaux des étrangers. Hein. Professeur, est-ce que vous ne trouvez pas qu'au départ, la formation ne coïncide pas avec le besoin de la société? Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. Excusez-moi parce que c'est déjà la fin. Il n'y a pas de problème. Je reviens à des choses simples. Vous savez, la première valeur d'un hôpital, c'est les ressources humaines. Ok. C'est la base des formations de ceux qui y travaillent. Okay. Juste pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, je reviens à ce point. Vous savez, j'ai vu une blague il y a une semaine. On a demandé, des médecins, des juristes, demander à Angela Merkel d'Allemagne, il faut qu'on nous paye aussi comme des enseignants. Et alors Angela Merkel répondait, oh, vous voulez payer comme eux? Mais eux, c'est eux qui vous enseignent. Vous voyez la nuance? Il dit que ces gens-là, c'est très profond. Ces gens-là sont à un niveau plus élevé. Vous savez qu'à Singapour, il y a des pays au monde où l'enseignant, c'est parmi les salaires les plus élevés. Un pays qui ne fait pas attention à ces cas de gens qui forment les autres, il va mourir petit à petit. Parce qu'il n'y aura pas d'innovation, il n'y a pas la recherche, il n'y a pas d'innovation. Regardez les grandes entreprises, leur colonne recherche et développement. C'est un pourcentage conséquent. Pourtant, ils gagnent déjà beaucoup d'argent. Mais ils ont une filière recherche et développement, toujours qui doit rester active. Parce que s'ils ne continuent pas la recherche et à se développer, ils vont décliner. Et donc, il y a la place de l'enseignant dans notre société qu'il faut restituer. Un enseignant ne peut pas aller à donner cours alors qu'il a du mal à prendre son transport. Il a du mal à donner à manger à ses enfants. Qu'est-ce que ces enseignants-là vont chercher? Ils cherchent la première occasion pour poser une question où on peut le nommer directeur de tel cabinet ou à tel endroit. Parce que certains, pas tous, parce qu'il y a d'enseignants compétents qui travaillent dans les cabinets. Mais parmi eux, c'est vrai, il y a des gens qui attendent l'opportunité parce qu'ils ont la réalité du quotidien. Et comme ils n'ont pas eu des entreprises, ils n'ont pas eu des initiatives personnelles pour sortir de cet engrenage de salaire qu'on attend chaque mois, et donc on est piégé. Alors, pour revenir à la santé, non, c'est pas le... Vous savez, quand on revient, c'est une perception. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques matériels à Kinshasa qui sont certes peu en nombre, mais qui sont en option, en qualité, mais des loin élevés que dans certains autres hôpitaux de même standing en Europe. Mais vous avez beau apprendre une bécane qui a plein d'options, si vous n'avez pas des gens pour conduire ces voitures, si vous n'avez pas la matière grise pour les utiliser à bon escient, ben, vous n'allez pas valoriser cette affaire. Alors on rentre dans... C'est pour ça que je disais qu'on a beaucoup d'éléments dans votre question. Il faut que les hôpitaux soient équipés parce que le système médical est en déclin.
Ça, je le dis. Hein, système, vraiment, les infrastructures, les hôpitaux, le matériel qu'il y a dedans, le diagnostic, il y a surtout vous, dans votre domaine, vous devez sauver des vies. Oui. Donc, vous formez des étudiants qui doivent sauver des vies. Tout à Mais fait. si la formation est incomplète parce qu'il n'y a pas de matériel didactique, il n'y a pas suffisamment d'expérience, ou il n'y a pas ce qu'on appelle l'adaptabilité par rapport à ce qui se fait présentement, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, sans oublier que ces étudiants que nous formons aujourd'hui, c'est peut-être eux qui vont nous soigner demain. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Ok? Donc il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Allez-y. Oui. Voilà, on a tendance à l'oublier. Donc nous avons tous intérêt que dans tous les secteurs dans notre pays, que ça marche bien. Donc ça fait appel aussi bien aux autorités, les tutelles, secteur des responsabilités sectorielles, les enseignants eux-mêmes, c'est beaucoup d'éléments. Mais si on échappe à ça, vous savez ceux qui peuvent payer les billets pour aller dans tel pays pour se faire soigner, nous on le voit. Pendant un moment, ils ont l'occasion d'aller le faire. Mais il arrivera un jour, ils ne pourront plus aller. Par exemple, la Covid. Hein. Voilà. La Covid a fait que les soins, c'est ici. Hein. Ils sont piégés. Ils se rendent compte qu'au lieu parfois d'aller dépenser des milliers de millions, peut-être qu'on ferait mieux d'investir au pays. Et d'investir au pays, on investit d'abord sur l'homme. Sur l'homme. Nous ne pouvons pas être des gens qui avons dirigé des hôpitaux en Europe. Je dirige un hôpital public de 400 lits. Que vous avez des résultats qui sont positifs, vous ne pouvez pas brusquement revenir chez vous, vous devenez mauvais. Il y a des gens aussi dans ce pays qui ne sont pas sortis, qui sont compétents. Alors, vous avez compris, ma philosophie, c'est plutôt positiver les choses. C'est multifactoriel. Ces enseignants que vous dites, qui entourent Mobutu, qui entourent... On va en trier quelques-uns. Et puis si, prenez Messi, vous savez, Lionel Messi, si vous suivez le football, personne ne peut discuter de ses qualités. Vous ne pouvez pas mettre Messi dans n'importe quelle équipe de football. Il n'aura pas le même résultat. Vous le mettez dans une équipe de quartier, vous mettez Lionel Messi, et cette équipe-là ne sera pas forcément champion. C'est-à-dire il y a un contexte. Quelles sont les conditions qui l'entourent? Quels sont les éléments qui lui permettent de s'exprimer de façon à amener le meilleur de lui-même, connaître les résultats. Les enseignants sont ceux-là. Si ce n'est qu'il y a une petite chose de plus pour les enseignants, c'est eux qui forment. Et bien donc, on doit prendre cette catégorie à part. Il y a plein de pays qui ont misé sur ça. Je ne peux pas vous citer la Corée du Sud, le Singapour, Taïwan, il y a plein de pays comme ça. Vous voyez la place qu'ils donnent à la formation, à l'enseignement, évidemment adapté au terrain. Et vous avez raison. François Saman, même question. Demain, vous êtes confronté à vos apprenants. Vous avez besoin qu'ils fassent pour vous un service pour lequel vous avez appris à l'université, sur le banc, dans l'auditoire. Quelle sera votre réaction? Parce que c'est déjà la fin. Ma réaction, je ne sais pas si c'était une réaction congolaise ou bien la réaction des managers. Comme le professeur vient de dire, il a cité ce qui concerne la position sociale des enseignants. J'ai vécu aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des fonctions. Tu sais que les chercheurs est en 4e position ou 5e position. Il y a d'abord le Cour suprême de justice, là. Et puis après, il y a le président de la République qui vient. On descend, il y a les médecins et les professeurs d'université. Et après, c'est les policiers. Tenez bien, les policiers. Ces policiers-là, qui est en contact perpétuel avec les gens. Donc voilà la place qu'occupe le professeur d'université à ces niveaux-là. Mais quelle est la place qu'on occupe ici? Mais il y a un élément que je voulais ajouter. Allez-y. Maintenant, en République démocratique du Congo, on peut former aussi des docteurs en management. Okay. Quand en 93, je revenais des États-Unis, j'étais le seul. C'était connu en scellé lors de congrès de professeurs. Aujourd'hui, j'ai formé déjà plus de 33 docteurs ici.
mais je l'ai formé en coopération avec l'université mère, notre université de l'Amérique. Mais depuis un certain temps, les CEPROMAT ont l'autonomie, l'autorisation de pouvoir former des docteurs en management. D'abord, de connaître les nouvelles filières, ce qui est important. Tenez, pétrole et gaz, informatique et management. Ce sont des nouvelles filières qu'on vient de reconnaître il y a moins de 4 ans, alors qu'avant ça n'existait pas. Mais quand on a trouvé que c'était important, pétrole et gaz, l'État a ouvert la faculté pétrole et gaz. Mais lui, il faut lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de la faculté de Polytechnique. Pour l'informatique, on a attaché ça à la faculté des sciences, ce qui est une bonne chose. Pour les management, Dieu merci, l'autorité des tutelles, le gouvernement a estimé que l'honneur revenait au CEPROMAT qui avait initié ce management de pouvoir organiser le premier, le deuxième et le troisième cycle, les DA, les DS et les doctorats, avec la collaboration de tous ceux que nous avons formés déjà et tous les autres qui se sont ajoutés. Alors maintenant, je dirais que il y en a qui parlent des classes dans la filière. Mais je peux tout simplement vous dire que l'université, un professeur d'université doit en fait devenir un patrimoine national. Patrimoine national, parce qu'il appartient à tous les pays. Tout ce qu'il dit est suivi par tous. C'est important. Alors, bien former un professeur, ce n'est pas transférer seulement les connaissances, mais aussi les compétences dans le management. C'est pourquoi nous avons le management. C'est le troisième cycle, avec 2 orientations, management stratégique et opérationnel, et management économique. La différence, c'est que le management stratégique et opérationnel accepte tous ceux qui répondent aux conditions pour faire le 3e cycle sans tenir compte de leur formation de base. C'est-à-dire, je préfère plutôt dire indifféremment de leur formation de base. Nous acceptons des infirmiers, des médecins, des ingénieurs, ainsi de suite. Nous reconnaissons que nous ne formons pas les médecins parce que nous prenons que les médecins diplômés, mais nous leur ajoutons une dose de management pour dire aux médecins, est-ce que vous êtes en train de capitaliser vos connaissances en médecine? Un exemple concret, faites un calcul, appliquez le management. Combien d'ordonnances avez-vous signées par jour? Qui est-ce que vous enrichissez avec ces ordonnances? Ça coûte combien? C'est les pharmaciens. Mais combien vous gagnez par rapport à ça? Alors, pourquoi ne devez-vous pas faire un partenariat avec ces pharmaciens-là, de façon que, quand vous êtes en train de prescrire les médicaments, les pharmaciens qui produisent les médicaments puissent savoir que les gens qu'ils soignent proviennent de quelque part. Donc, enseignement, ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de recherche scientifique doivent aller de pair, exactement comme les médecins, les pharmaciens et les infirmiers. L'un s'occupe du médicament, les pharmaciens s'occupent de la production des médicaments et l'infirmier s'occupe des soins malades. Une complémentarité, et ça c'est managérial, et tout
doit se payer, c'est-à-dire ça me rapporte quoi d'abord et puis à notre environnement. La science, permettez-moi l'expression, doit se vendre comme les mamans vendent des arachides au marché. Une découverte scientifique coûte cher. Quel est le prix des vaccins maintenant? C'est plus que le prix du cuivre. Allons-y, transformons-le. En tout cas, je n'ai pas envie d'aller aller par 4 chemins. C'est ce que j'ai appris, le management, le secrétariat, à 480 méthodes pour apprendre aux gens à devenir riches, à créer de l'argent. Et je voudrais aussi que tous mes collègues, les professeurs que je respecte beaucoup, que nous puissions ensemble cesser de quémander, mais plutôt de créer. Nous pouvons le faire. Et un dernier mot pour tous les émérites. Je vous assure que les portes de l'université de Saint-Romain est ouverte pour pouvoir recevoir tous les émérites, parce que je sais qu'ils se fatiguent par les jambes et non par pour pouvoir transmettre dignement cela aux jeunes qui sont en train de. Pensons à nos professeurs, pensons au professeur Malou, pensons à tous ceux qui sont allés. Pas de Panthéon, pas de mémorial, c'est quand même nos scientifiques, c'est quand même ces Congolais, dignes fils et dignes filles de ce pays, qui ont servi la République dans leur domaine de sciences. Un grand merci, docteur Antoine. Un grand merci, professeur. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous, et c'est avec beaucoup d'honneur, le professeur docteur Antoine Chimpi, qui est médecin et enseignant aussi professeur à l'université de Kinshasa. Nous avons aussi été comblés de recevoir sur ce plateau, nous sommes ici à l'université, à l'Institut supérieur du commerce, l'IEC, dans sa belle salle de master. Nous avons aussi reçu le recteur magnifique de l'université de Supomat, professeur émérite de l'université de Kinshasa.